à tous. Merci d'être là en nombre pour cette très très belle soirée et qui va commencer par un moment un peu traditionnel, c'est la période des vœux. Et en tant que président de France-Amérique, je suis heureux de m'adresser à chacune et à chacun d'entre vous pour vous souhaiter une excellente année 2025 au sein de France-Amérique qui a bien marché. Après la crise Covid, les affaires ont repris, comme l'on dit. Et grâce au dynamisme des administrateurs, des chargés des instituts et autres, nous avons une activité très dense, donc qui est fructueuse, pour ne pas en dire plus. Et bien sûr, des vœux pour vous-même, vos familles, ceux qui vous sont chers, la santé d'abord. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2 ans, 2022, je vous avais un peu surpris en vous disant que j'étais très pessimiste sur la situation internationale. Alors ça, c'est mon tropisme d'amiral. En plus, je préside la Société des membres de la Légion d'honneur et je parcours le monde puisqu'on a 70 sections à l'étranger. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer dans chaque pays les plus hautes autorités, pas le président, mais le président du Sénat, du Parlement, les ministres des Affaires étrangères, etc. On est quand même au bord de la guerre. Voilà. Il faut en être conscient. Il ne faut pas avoir peur. Mais il y a peut-être quelques endroits tranquilles. Monsieur l'ambassadeur du Pérou, j'espère que le Pérou reste à l'écart de tous les troubles. Mais si vous allez en Pologne parler de la Légion d'honneur, les autorités ne vous parlent que de la Russie. Si vous allez dans d'autres endroits, etc. Et je crois qu'on doit en être conscient. À cela s'ajoutent bien sûr les petits troubles qu'on a sur le plan intérieur, mais sur lesquels, bien sûr, je ne m'étendrai pas. Donc, dans cette situation, nous devons, nous, en tant que France-Amérique, continuer d'entretenir ce lien avec le continent américain, tous nos partenaires d'outre-Atlantique, je ne sais pas comment ils disent de l'autre côté, mais pour lesquels que moi je visite en tant que Légion d'honneur et que nous recevons toujours avec plaisir. Bien se connaître, c'est déjà un pas vers la paix, en tout cas un pas vers la discussion, la négociation et sans doute la paix. Je crois que nous le faisons bien. Nous allons, comme j'ai dit déjà il y a 2 ans, nous essayons de donner une teinture un peu plus géopolitique à nos activités, qui restent bien sûr fondamentalement autour, alors je ne parlerai pas de ce soir, mais autour de la culture, de l'histoire, de la musique, un certain nombre de choses, en plus des relations bilatérales. Et je crois que tout cet ensemble fait que nous faisons bien notre travail et que notre travail est apprécié à la fois par le gouvernement. En tout cas, notre lien principal, il est à la fois avec les conseils du commerce extérieur, le ministère des Affaires étrangères et bien sûr, au plan bilatéral, je ne citerai pas 1 ou 2 pays avec lesquels on a des liens un peu plus proches, mais qui font que nous pouvons être confiants dans ce climat d'incertitude et, comme je le disais, de guerre. Je reviens 2 fois sur ce mot. Il est important que nous ayons conscience que nous appartenons à un monde qui est rejeté partout. Nos valeurs sont rejetées partout. La démocratie est rejetée partout. L'égalité entre les hommes et les femmes est rejetée partout. La transparence et la bonne gouvernance sont rejetées partout. Sans vous, hein. Mais il faut en être conscience, en avoir conscience. Hein. Et ce ne sont plus des choses qu'on inculque, etc. Voilà. Donc après ce petit épisode que j'espère ne vous aura pas déprimé, mais moi je suis un optimiste forcené. Hein. Je suis là pour que les murs tombent D'ailleurs, c'est pas entre les peuples, c'est entre les dirigeants. Il faut bien en être conscient. Donc, je réitère mes vœux pour que notre année 2025 de France-Amérique soit super. Elle va l'être. J'ai toute confiance en vous. En tout cas, tous ceux qui animent, bien sûr, France-Amérique et tous ceux qui participent aux manifestations de France-Amérique. Et à commencer par la plus prestigieuse du début d'année, qui est celle de la thèse
Alors là, sur la justice algorithmique, et je vais laisser la parole, parce que c'est l'intelligence artificielle ou pas? Non? Presque? C'est le début de l'intelligence artificielle. Bon, en tant que matheux, j'aime bien les algorithmes, mais voilà, je crois que voilà. Et j'en profite donc pour vous présenter, on ne le présente pas, monsieur le procureur général qui va présider cette cérémonie. Monsieur le procureur général, le Florisios, comme on dit en anglais, dans les locaux de France-Amérique. Pardon, amiral. Juste avant de passer la parole au procureur général, quelques mots d'introduction à ce prix de thèse. Voici maintenant 14 ans que nous avons pour tradition, juste après les vœux du président du France-Amérique, de poser un acte positif, joyeux, un acte de confiance. Confiance dans la jeunesse, dans la recherche et dans la transmission. Cet acte de confiance que nous allons poser tous ensemble aujourd'hui, c'est ce prix de thèse du France-Amérique, une idée géniale, initialement soumise par monsieur Jean-Luc Fournier, développée pendant 10 ans par le professeur Sylviane Martin, que je salue ici, que je remercie de tout cœur et que... et que nous perpétuons désormais. Nous avons reçu cette année 19 thèses en provenance de toute la France, mais aussi du Canada et de Suisse, des thèses en économie, en droit, en histoire, en relations internationales, en sociologie. Si jamais nous recevons des thèses en mathématiques, je me désisterai, mais nous les examinerons, et qui ont toujours un lien profond, bien sûr, entre la France et les Amériques. Et donc la thèse de notre lauréate de cette année, Madame Camille Border, est passée à travers les fourches codines de ce comité de sélection. C'est une thèse extrêmement courageuse, sur un thème d'actualité, mais complexe à appréhender, qui a été traité avec sérieux, avec brio, j'oserais le dire, car c'est aussi mon rôle, avec génie par Camille. Les prochains intervenants vont parler davantage de ces travaux, mais vraiment je voulais en votre nom à tous la féliciter et lui dire qu'elle va intégrer une communauté dont certains des membres sont ici ce soir, dont un récent major de l'agrégation du supérieur. Je te souhaite le même parcours. Et pour poser cet acte de confiance, je vais appeler successivement le procureur général près la Cour de cassation, qui par sa présence vient témoigner de cette confiance en la jeunesse, dans sa capacité à saisir ces innovations au service de la justice. Puis nous aurons la chance et le bonheur d'entendre la directrice de thèse de Camille, le professeur Marie-Claire Pontaureau. On dit souvent qu'une thèse, c'est un binôme. On m'a dit au début de ma thèse que choisir son directeur ou sa directrice de thèse était plus important que choisir son épouse ou son époux. Camille, ce choix a été très, très judicieux. Et nous laisserons enfin la parole à la jeunesse, à Camille, pour célébrer, terminer cette célébration. Et juste un mot encore aux parents de Camille qui sont dans la salle. Monsieur et Madame Border, toutes nos félicitations. C'est avant tout votre succès ce soir. Merci à vous. Monsieur le Président de France-Amérique, amiral, Monsieur le Président d'honneur, cher Jean-Luc Fournier, Mesdames et Messieurs, pris en vos grades et qualités, je suis ravi d'être présent, d'être parmi vous ce soir en ces lieux magnifiques, à l'occasion de la remise du prix de thèse 2025 de l'association France-Amérique. Et je suis très honoré d'avoir été choisi pour être le parrain de cette importante cérémonie. Et je remercie vraiment Président d'honneur Jean-Luc Fournier de m'avoir fait cette proposition que j'ai, vous pourrez en attester, immédiatement acceptée. Chaque année, donc, le prix de l'association vient récompenser un travail de recherche français de haut niveau, portant sur un sujet de droit, d'économie, de gestion, de sciences politiques, d'histoire ou encore de civilisation, comme cela a été rappelé, en rapport avec les États ou les cultures d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale ou du Sud. Et ce faisant,
il manifeste, ce prix, l'importance de croiser les regards et les analyses pour mieux appréhender les tendances et les défis communs de notre temps. Il valorise aussi la recherche, si importante, y compris pour les praticiens du droit, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je suis, en ma qualité de procureur général près la Cour de cassation, très heureux de parrainer cette remise de prix cette année. Elle est l'occasion de mettre en lumière le lien profond qui unit la justice et la recherche universitaire. Un lien fécond à double titre pour la Cour de cassation, puisque d'un côté, notre juridiction, la juridiction suprême en France, nourrit la doctrine à travers ses arrêts, ses rapports et les avis de ses avocats généraux notamment, et de l'autre, eh bien, la Cour s'enrichit bien sûr elle-même d'une recherche qui éclaire ses décisions et inspire la réflexion sur son action. Ce dialogue est donc non seulement utile, il est indispensable et il contribue à une justice toujours plus dynamique, pertinente et légitime, une justice vivante adaptée aux enjeux de son époque. Depuis 2014, le prix de thèse France-Amérique met à l'honneur donc cette recherche à travers une sélection d'une excellence rare, et il récompense non seulement la rigueur scientifique, mais aussi la hauteur de vue et la capacité à appréhender des sujets cruciaux pour nos sociétés. Il est le fruit d'un processus long qui a mobilisé un jury que je remercie pour son travail et dont je ne peux qu'approuver le choix. Je sais ce que représente le fait d'être membre d'un jury de thèse, puisque ça suppose de lire plusieurs thèses, et c'est vrai que pour l'avoir fait certains étés, après avoir accepté un peu, parfois imprudemment, d'être membre d'un jury, parce que quand on vous le propose, on ne vous dit pas la réalité de ce que ça représente. Mais quand vous vous retrouvez avec parfois les 10 thèses, parfois un peu moins, mais à lire de chacune presque 1000 pages, vous mesurez l'ampleur de cette activité. Le choix qui s'est porté sur la thèse de Madame Camille Border, intitulée « La justice algorithmique, analyse comparée, France-Québec d'un phénomène doctrinal », eh bien, le choix donc s'est porté sur cette thèse, réalisée sous la direction de Madame Marie-Claire Pontaureau, professeure à l'Université de Bordeaux. Elle a été soutenue en novembre 2023, il y a donc un peu plus d'un an. Et dans ce travail, Madame Border appréhende la question de la justice algorithmique, dont l'immixtion a été rendue possible par les évolutions technologiques fondées, vous l'avez déjà dit, Amiral, sur l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui intéresse la Cour de cassation, d'abord parce que l'avènement de l'intelligence artificielle et de la justice prédictive interroge l'avenir de l'office du magistrat, ensuite parce que notre juridiction, la Cour de cassation, utilise déjà ces outils, notamment pour développer l'open data des décisions de justice. Ce sont des outils que nous utilisons déjà. Et comme je l'ai souligné dans le discours que j'ai prononcé à l'occasion de l'audience de rentrée vendredi dernier de notre cour, cette évolution emporte à la fois des opportunités et des risques, loin d'être virtuels. Alors des opportunités tout d'abord qui peuvent libérer le magistrat de tâches chronophages, comme les recherches juridiques, la synthèse de dossiers, voire parfois la préparation dans la rédaction de certaines décisions. Donc le magistrat peut aussi parfois se trouver libéré de tâches à faible valeur ajoutée, et en cela, je dirais, c'est une avancée importante, mais il y a également des risques, qu'il s'agisse de la protection des données et des personnes ou de l'égal accès des citoyens à la justice. Mais ce qui fait l'originalité et la force de la thèse, de la recherche de Camille Border, réside dans le fait qu'elle ne se limite pas à cerner les enjeux, les espoirs et les dangers induits par cette mutation assez inéluctable. Elle étudie comment la doctrine française appréhende ce mouvement avec un certain décalage dont elle tente de cerner non seulement l'ampleur, mais aussi l'origine. Et c'est toute l'originalité de ces travaux. Ce n'est pas tant de porter sur l'intelligence artificielle que de se consacrer donc au regard porté par la doctrine sur cette question. Et elle fait ainsi de la structure d'étude, la doctrine, eh bien, un objet d'étude qu'elle analyse à la lumière des tendances québécoises pour mieux en comprendre les dynamiques. Et son travail, nourri de l'analyse de près de 500
écrits, 500 articles de doctrine invitent ainsi à réfléchir sur les mécanismes souvent impensés en œuvre dans ces approches doctrinales. Et pour traiter le sujet sous cet angle, Madame Border a fait preuve d'audace et mis des qualités manifestes donc au service d'une riche réflexion. La rigueur formelle de son travail, sa capacité à prendre de la hauteur et la clarté de son analyse impressionnent. Madame Border, votre travail dépasse les attentes d'une thèse académique. Il est une véritable contribution à la réflexion sur une réalité qui s'impose d'ores et déjà, la justice algorithmique, mais également donc sur l'analyse qu'en fait la doctrine. Et ce faisant, par votre travail, eh bien, vous offrez aux théoriciens comme aux praticiens des outils précieux pour enrichir leurs approches. En vous honorant aujourd'hui, l'Association France-Amérique reconnaît ainsi l'excellence, l'importance de votre travail, dont vous pouvez être fiers, tout comme vos parents, bien sûr, puisqu'on sait qu'une thèse, eh bien, cela embarque en quelque sorte toute la famille, souvent. Et cette thèse vous promet un avenir riche au service de la recherche et de l'enseignement. Un parcours qui se présente sous les meilleurs auspices, compte tenu de la qualification aux fonctions de maître de conférence. On dit maîtresse de conférence maintenant, donc je reprends l'appellation pour m'éviter tout grief dans l'Assemblée. Donc qualification que vous avez obtenue en février 2024. Je tiens donc à vous adresser mes sincères félicitations, mes félicitations les plus chaleureuses, en vous remerciant à la contribution que vous apportez, cette contribution qui nous permettra ensemble de bâtir un droit, mais également une doctrine adaptée aux défis de notre époque. Et à l'heure de clore ce propos, eh bien, avec toutes ces félicitations renouvelées, je présente à chacune et à chacun de vous mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année, en vous remerciant de votre attention. Monsieur le Président du Cercle France-Amérique, Monsieur le Président honoraire du Cercle France-Amérique, Monsieur le Procureur général, Mesdames, Messieurs, je souhaite avant toute chose vous dire combien je suis ravie d'être ici parmi vous pour honorer la candidate, la lauréate de ce prix de thèse, Camille Border. J'ai eu l'immense plaisir d'encadrer son travail doctoral. Ça a été un encadrement très agréable puisque, aussi bien sur le plan intellectuel, très fructueux, un échange toujours très productif, très constructif, et sur le plan humain, Camille est une personne très franchement, très agréable. Ça a été un encadrement facile. Je n'ai aucun mérite. Déjà, on m'a félicité pour le prix qui est décerné à Camille Border ce soir, mais le travail, c'est elle qui l'a fait. Certes, j'ai donné le sujet, la justice algorithmique, et comme cela a déjà été expliqué par le procureur général, le travail est original parce qu'il ne s'agit pas de l'objet en tant que tel, justice algorithmique, mais bien des représentations de cette justice algorithmique, objet nouveau, par les juristes français. Pour étudier cette question, Camille Border a développé une méthode originale, innovante. Elle a su mobiliser plusieurs savoirs de manière à mener à bien sa recherche. C'est une recherche interdisciplinaire et c'est aussi, et c'est ce point que je vais souligner, une recherche comparative. C'est une de mes spécialités. Je suis en effet une juriste comparatiste et j'ai toujours développé mes travaux dans cette perspective, et aujourd'hui, j'essaye de former, en effet, une jeune recherche aussi,
qui a cet intérêt pour la comparaison des droits. Ici, le point que je veux souligner pour être bref, puisqu'il faut laisser la place à la lauréate, mais simplement ce point, puisque nous sommes au cercle France-Amérique, la recherche comparative s'est focalisée sur l'exemple nord-américain et plus spécifiquement sur l'exemple québécois. L'exemple québécois est très riche. C'est même un trésor pour les comparatistes, à mon sens trop peu d'ailleurs utilisé par les juristes français pour mener à bien des comparaisons. Je suis donc là aussi extrêmement ravi que le cercle France-Amérique et le jury qui a décerné cette thèse ait choisi précisément un travail aussi qui mène une comparaison avec un exemple qui est étranger, qui est rarement mobilisé. On préfère généralement, en effet, les États-Unis. Pour une fois, on a regardé l'autre voisin, et en particulier le Québec. Et il était fort intéressant, en effet, de voir, alors que nous sommes éloignés, certes, mais aussi très proches des juristes québécois, pourquoi les juristes québécois ne réagissaient pas de la même manière face à cet objet, la justice algorithmique. De plus, pour avoir mené déjà à plusieurs reprises des recherches avec l'Université de Montréal et avoir encadré des thèses en co-tutelle avec cette université, est présente au sein de cette université un centre de recherche, le laboratoire de cyberjustice, et je savais que ce serait un lieu tout à fait fondamental pour Camille Border pour mener à bien sa recherche. Et en effet, elle y a fait un séjour qui a été extrêmement fructueux. Bref, je vais en rester là. Je crois qu'il faut lui donner la parole pour qu'elle puisse rendre compte effectivement du travail qu'elle a fait. Je tiens publiquement à la féliciter pour ses résultats parce que ce n'est pas le premier prix qu'elle reçoit. C'est le dernier toutefois, hein, c'est le dernier. Mais ce n'est pas le premier. Donc toutes mes félicitations, chère Camille, et merci encore pour lui avoir décerné ce prix. Merci encore. Messieurs les présidents, monsieur le procureur général, monsieur le professeur Souchot, madame la professeure Pontoro, chers amis, très chères familles, permettez-moi tout d'abord de dire à quel point je suis heureuse d'être ici ce soir, heureuse et particulièrement honorée que vous ayez jugé ma thèse digne d'être ainsi distinguée. Alors je sais que les festivités ne commenceront que dès lors que j'en aurai terminé, donc je saurai être brève, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas seulement reconnaissante de l'honneur que vous me faites à titre individuel, j'en suis aussi sincèrement touchée parce que vous voyez parmi vous réunis un groupe de chercheuses et un groupe de chercheurs qui, comme le Cercle France-Amérique, travaillent, et vous l'avez dit, monsieur l'amiral, pour établir des ponts, des ententes et une compréhension mutuelle entre la France et tout particulièrement ce soir, les Amériques. Puisque j'en fais partie, nous œuvrons en ce sens à partir d'un ensemble de valeurs que nous a transmis notre directrice de thèse. L'ouverture à l'autre, tout d'abord, à ces Amériques, pour 4 d'entre nous, au Royaume-Uni, à l'Irlande et à l'Inde, pour 3 autres. La volonté, ensuite, de tisser des liens avec les cultures étrangères. La volonté de nous enrichir d'elles, autant qu'en retour, nous tentons de les enrichir. Et finalement, il s'agit peut-être de la valeur la plus fondamentale que nous ayons en héritage, un profond respect pour cet autre transatlantique, outre-Manche et intercontinentale. Dans ce contexte, et c'est l'hypothèse que je fais ce soir, peut-être que vous nous faites l'honneur de pouvoir nous réunir ici, parce que nos tentatives, et la mienne parmi ces tentatives, de faire droit à cette ambition à la fois démesurée et parfaitement raisonnable, de faire dialoguer comme des égales toutes les différences, a porté ses fruits. J'ai en tout cas envie d'un petit peu le croire, en cette nouvelle année qui n'aurait très sincèrement pas pu mieux commencer, et dans un lieu qui, là encore, invite à rêver. C'est vraiment cet objectif d'échange et d'enrichissement mutuel qui a soutenu mes travaux de thèse.
Et cet objectif était lui-même irrigué par la conviction que nous, juristes français, avons tout à gagner, à engager un véritable dialogue avec ceux qui rencontrent les mêmes défis globaux que nous. À cet égard, il n'y a guère de défi plus global que le numérique et guère de questions plus vertigineuses que ce qu'il va, ou peut-être ce qu'il est déjà en train de faire à la justice. Nos inquiétudes face à cette envahissante justice algorithmique, ces inquiétudes que j'ai tenté d'analyser, de rationaliser et de comprendre, ne nous sont pas propres. Nous ne sommes pas seuls face aux enjeux techniques et fondamentaux que nous voyons se profiler devant nous. Alors bien sûr, le temps passe, il est déjà passé, les choses ont déjà changé depuis que j'ai rédigé et depuis que j'ai soutenu ma thèse. Les inquiétudes ne sont plus exprimées aussi vivement, les outils, eux, demeurent et ils prospèrent. Rien que du très habituel, le temps de la réaction est passé, le temps de l'expérimentation et de la réflexion est venu. Les juridictions, et monsieur le procureur général, vous le savez bien, sont pleinement impliquées dans ce second moment de la justice algorithmique. La Cour de cassation a développé une véritable expertise en supervisant l'open data, toujours en cours, des juridictions qu'elle a sous son autorité. Dans son ensemble, le monde judiciaire a déjà commencé à établir des ponts vers les systèmes juridictionnels qui ont déjà fait la bascule vers ce monde 2 ou peut-être déjà 3.0. Le dialogue est donc ouvert, tout comme au barreau, où l'on établit d'autres ponts avec les acteurs privés de ce marché nouveau, ainsi qu'avec une partie du milieu universitaire. Ces deux mondes du droit français ont d'ailleurs, comme moi, comme la professeure Pontero l'a rappelé, franchi les portes de l'Université de Montréal et du laboratoire de cyberjustice. Et je ne doute pas qu'ils y ont trouvé une expérience et une expertise à nul autre pareil pour repenser cette justice du XXIe siècle qui est voulue depuis presque aussi longtemps que le XXIe siècle existe. C'est donc désormais à nous, chercheuses et chercheurs, de leur emboîter le pas et de réfléchir non plus seulement à ce que la justice algorithmique fait à notre droit et à comment l'en défendre, mais peut-être finalement de réfléchir à ce que cette justice algorithmique dit de notre droit, de réfléchir de proche en proche à ce que nous faisons et à la mission que nous nous sommes attribuée d'étudier ce droit et de le comprendre. La réflexion juridique peut s'enrichir de ce que lui montre le numérique. Et elle peut le faire de manière critique, réflexive et précautionneuse. Je sais qu'elle est déjà en train de le faire, ça et là, partout où l'on s'est rendu compte que ce défi ne disparaîtra pas simplement parce que l'on décide de l'ignorer. Mais là encore, nous ne sommes pas seuls face à ce défi. Nous pouvons suivre l'exemple de nos juridictions, suivre l'exemple de nos avocats et aller écouter un autre qui, en effet, a tant à nous montrer et tant à nous apprendre. Je ne saurais trop penser au Québec, mais pour être tout à fait honnête, d'autres expertises existent quand même, outre-Atlantique, au Canada anglophone et aux États-Unis. Le Cercle France-Amérique, comme le droit comparé, notre droit comparé, ouvre la voie et rend possible cette rencontre. Entamons donc le voyage, apprenons comment penser non seulement le numérique, mais comment penser avec lui et avec ce qu'il nous révèle de notre droit, de ses défauts et de ses richesses. Et ensuite revenons, enrichis de tout ce que ces altérités transatlantiques auront pu nous révéler, et sans doute plus convaincus encore de la richesse et de l'adaptabilité de notre culture juridique française. Encore une fois, et aussi sincèrement que je peux vous l'exprimer, je vous remercie. Je vais maintenant procéder à la mise, peut-être avec vous, messieurs les présidents, monsieur le professeur, à la remise donc du prix de thèse France-Amérique à Camille Border pour son œuvre « La justice algorithmique, analyse comparée d'un phénomène doctrinal ». Donc voici le diplôme du prix de thèse signé donc par le président Coldefy et que je remets. Et là, c'est plus matériel, mais je pense que ça intéressera aussi beaucoup notre lauréate parce que c'est la traduction concrète de ce prix. Voilà. Très bien.